Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être fidèles à Rétro 7, notre rendez-vous hebdomadaire. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio Victoire la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains CDPA et coordonnatrice de la dynamique Monseigneur Bodro, Madame Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson. Avec elle, nous allons parler du parti qu'elle dirige, la CDPA, de la DMK, ce regroupement de partis qui avait soutenu la candidature du président du MPDD, Messan Aguome Kodjo, à la dernière présidentielle au Togo. Enfin, la vie politique nationale et l'actualité internationale seront commentées par notre invité si nous en avons le temps. Madame Adjamagbo Johnson, merci d'être avec nous pour cette émission. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Plutôt, c'est un honneur que de participer à votre émission qui a su s'imposer très rapidement sur l'espace public. Madame Adjamagbo Johnson, vous êtes la seule Togolaise à être engagée à ce niveau en politique. Vous êtes la seule aujourd'hui à diriger un parti politique et qui a joué un rôle majeur dans le pays. Est-ce pour vous un sujet de fierté ou cela vous attriste-t-il de voir que vous êtes pratiquement seul dans le microcosme politique togolais? Ah, bien sûr que vous savez qu'en dehors de mes convictions politiques, je suis aussi une militante des droits des femmes. Et je dois dire que quand j'ai accepté de me présenter à l'élection présidentielle en 2010, c'était dans l'intention, avant tout, de montrer la voie aux femmes en espérant que cette participation va inciter d'autres femmes à s'engager dans l'arène politique. Et donc, c'est toujours un souci pour moi, même si je comprends que c'est le contexte de déficit démocratique ajouté à d'autres facteurs socioculturels qui sont à la base de ce phénomène, mais on ne désespère pas. Et je sais que les femmes togolaises se sentent concernées par ce qui se passe dans leur pays, parce que ce sont elles qui subissent en dernier ressort les mauvaises décisions des gouvernants. Oui, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que leader de parti aujourd'hui, pour aider vos sœurs à entrer dans l'arène politique? On sait que le gouvernement a pris certaines mesures, mais ça ne prend toujours pas. Ah ben, ça ne prend pas parce que les choses ne se font pas dans la norme et parce que, comme je le dis, le gouvernement prend ces mesures de manière intéressée pour instrumentaliser la participation des femmes. Les conditions vous auriez aimé que le gouvernement ne dise rien, laisse les choses comme ça, plutôt que par exemple, d'imposer certains quotas dans les candidatures aux élections. C'est pas quand même des choses à saluer. Non, c'est déjà un pas, mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour assurer l'effectivité, l'application effective de ces mesures qu'on prend. Ces mesures-là, manifestement, ne sont annoncées que comme du cosmétique ou comme un appel de pied à la communauté internationale dont on sait que elle a comme une priorité la participation des femmes en politique aussi. Alors, comment vous analysez le fait que le président de la République ait nommé plusieurs femmes à la tête de certaines institutions de la République, l'Assemblée nationale, la primature, la Commission nationale des droits de l'homme, la médiature, etc. On veut plaire à la communauté internationale, mais en même temps, on veut s'assurer qu'on est entouré de gens qui sont totalement inoffensifs, qui ne peuvent pas faire de l'ombrage et avec lesquels on est tranquille. Je pense que moi j'ai pour l'habitude de dire les choses comme elles sont. Alors, c'est depuis la conférence nationale, Madame Adjamagbo Johnson, que vous avez été révélée au grand public. Cela fait donc longtemps que vous êtes descendu dans l'arène politique. Mais visiblement, vos rêves pour le Togo ne sont pas encore réalisés. Et puis, vous avez récemment été privé de votre liberté. Vous savez, la politique est un terrain où on donne et on prend des coups. Alors, ne vous arrive-t-il pas, certains jours, de vous sentir las par rapport à cette jungle et de peut-être vouloir aller vous reposer quelque part? C'est humain, mais je peux vous assurer que très rapidement,
la détermination prend le dessus parce que j'ai foi en ce combat, parce que je suis convaincu que nous sommes sur le bon chemin. Nous ne combattons pas à contre-courant de l'histoire, au contraire. Et notre cause est juste, donc elle aboutira. Elle aboutira. Quel que soit le temps que ça prendra, il faut bien que des gens s'y mettent. Et nous y sommes, nous y maintiendrons jusqu'à ce que ce pays soit effectivement mis sur les rails de la démocratie, jusqu'à ce qu'on libère ce pays d'un régime plus que cinquantenaire qui est hostile à un système qui assure la liberté et le bien-être à ces populations. Cela fait donc au moins 30 ans que vous êtes dans la lutte. Alors comment faites-vous pour rester motivé, déterminé à poursuivre le combat? Est-ce que parfois vous n'avez pas le sentiment que vous n'êtes pas toujours compris par la population togolaise, les Togolais? Non, pas du tout. Au contraire, nous nous sentons à l'unisson avec les Togolais. C'est ensemble avec tous les Togolais que nous menons le combat. Et il n'y a vraiment pas de quoi se décourager de ce point de vue. La lutte est difficile, on n'est pas seul. Il y a des compatriotes qui ont perdu leur vie dans cette lutte. Et justement, si vous me permettez, je voudrais ouvrir une parenthèse pour rendre hommage à Foussena Diagba, dont on organise aujourd'hui les cérémonies du 40e jour de décès. Je viens de ces cérémonies musulmanes. Vous savez, il faut le faire, il faut continuer ce combat parce que avant nous, d'autres personnes ont eu à le faire. La lutte pour l'indépendance a été âpre. On a fini par l'obtenir. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés, ça n'a duré que quelques années et nous nous sommes retrouvés très rapidement sous la coupe d'un régime clanique qui fait tout pour se maintenir. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais je ne suis pas satisfait je demande comment est-ce que vous faites pour rester motivé, déterminé à poursuivre la lutte malgré tout le temps que ça prend pour que vos rêves se réalisent. Écoutez, c'est une question de foi et de détermination. Je vous l'ai dit, je suis convaincu que cette lutte, étant une lutte juste, aboutira. Ma mission, la mission que je me suis donnée moi-même, c'est d'aider les Togolais à se libérer. Et tant qu'on n'a pas atteint cet objectif, quand on a le sens des responsabilités, quels que soient les obstacles que vous avez devant vous, vous êtes tenu de continuer, sinon vous n'en dormirez pas. Quand vous pensez à tous ces Togolais qui souffrent, que vous côtoyez tous les jours, vous-même vous voyez que rien ne va. Et je le dis depuis un temps, non seulement rien ne va, mais au contraire, la situation s'aggrave. On va de mal en pire. Et avec ça, vous allez par égoïsme dire je ne fais plus, je m'occupe de moi-même, mais à quoi sert la vie d'un homme si on ne peut pas, à la fin de cette vie-là, se dire j'ai apporté ma contribution, j'ai mené le bon combat sur terre et je peux partir tranquille et rendre compte à mon Créateur. Et je pense que c'est ce que nous devons souhaiter à tous ces combattants qui sont tombés depuis que nous avons commencé cette lutte. Et c'est ce que je voudrais souhaiter à celles dont nous commémorons le 40e jour de départ, que ces œuvres l'accompagnent, que son Dieu et notre Dieu prennent en compte tous les sacrifices qu'elle a consentis pour libérer
notre pays, le Togo. J'ai l'admiration que j'ai pour cette dame vient du fait qu'elle a des qualités humaines. Mais en dehors de ces qualités humaines, je vois en elle quelqu'un qui a compris que là où le peuple se bat, il faut le soutenir. Elle a soutenu la C14 de manière inlassable. Et quand la dynamique Monseigneur Kodjo s'est constituée, elle a eu l'intelligence de comprendre que c'est là où le peuple togolais s'est rassemblé pour mener cette étape de la lutte et s'est pas laissé enfermer dans un carcan partisan, mais elle a dit il faut y aller, il faut aller aux côtés du peuple. C'est ce que je salue en elle. Et je voudrais rester un peu dans votre parenthèse que vous avez ouverte là, pour dire, depuis un certain nombre de leaders politiques sont en train de partir. Il y a eu Edem Kodjo, Agbo Ibor, tout récemment à Koumé, Daoukou Péré, etc. Est-ce qu'on peut dire que le sort est en train de s'acharner contre le Togo? C'est normal, nous tous nous partirons un jour. Mais je crois que la manière de positiver ces départs-là, c'est effectivement d'abord de célébrer leur mémoire pour la contribution qu'ils ont apportée au combat que nous menons depuis plusieurs décennies, mais en même temps de les prendre en exemple. Et je voudrais rendre cet hommage à toutes ces personnes que vous avez citées, et notamment à Gérard Akoumen, dont le départ de ce monde est tout récent. Voilà. Donc, ça ne devrait pas nous décourager. Voilà. Et on devrait y trouver un devoir. Ressentir leur départ comme un devoir impérieux de poursuivre la lutte et de la mener à terme. Voilà, nous ferons cette parenthèse triste là. Alors, la CDPA, créée dans la clandestinité, est l'un des plus vieux partis de l'opposition. Malgré les figures emblématiques qui l'ont toujours dirigé et les intellectuels qui sont, d'après ce que l'on dit, on a le sentiment que le parti n'a pas toujours le poids qu'il devrait avoir sur la place politique. Je ne sais pas si je me trompe. De quel poids? C'est quoi vos critères pour juger le poids des partis politiques? L'Assemblée nationale, la CDPA a toujours dit démocratie d'abord, multipartisme ensuite. Aujourd'hui, de plus en plus de gens se rendent compte que nous nous sommes fait piéger au début de cette lutte en demandant le multipartisme. Quand la CDPA s'est constituée en clandestinité, c'était pour contribuer à installer la démocratie au Togo, contribuer à éveiller la conscience des populations pour qu'elles se lèvent. Est-ce qu'il était possible de mettre la démocratie sans les partis politiques? Écoutez, le problème, c'est que la démocratie n'est pas que le multipartisme. Et il s'est fait que, ayant mis au devant le multipartisme, je pense que c'est les circonstances d'antan qui nous ont amenés à demander d'abord la liberté d'association, la liberté de constitution de partis politiques. Mais nous nous sommes fait piéger parce que le régime a toujours utilisé contre nous le fait que, à la faveur du multipartisme, on ait créé des chapelles politiques qui légitimement sont en droit de penser d'abord à leurs intérêts, aux intérêts partisans. Et c'est ce qui fait que le régime ayant utilisé ses aspirations légitimes à penser à soi, instrumentaliser aussi le principe du choix des gouvernants à travers des élections, eh bien, il a su jouer sur tout ça pour se maintenir. C'est pour ça que aujourd'hui, j'apprécie que les leaders d'opinion et que de plus en plus de populations aspirant à un bien-être et à la liberté, aspirant à l'alternance, de plus en plus de ces gens-là comprennent
que au-delà des convictions, des appartenances partisanes, il faut que tous les Togolais se mettent ensemble pour mener un combat citoyen pour en finir avec ce régime. Mais ça ne veut pas dire que les partis politiques doivent disparaître. Loin de moi. Mais les partis politiques doivent se joindre à ce mouvement-là et apporter eux aussi leur contribution. Et comme vous l'avez dit, votre slogan, la démocratie d'abord, le multipartisme après, semble donc être l'un des marqueurs de la vie politique de la CDPA. Mais cette union, on a l'impression que c'est une chimère, puisque les regroupements, très souvent chez nous, ça finit toujours mal. Et aujourd'hui, l'opposition n'a pas le sentiment que l'opposition est véritablement unie. Oui, c'est malheureux. C'est malheureux. Ceci arrive tout simplement parce que tout le monde n'a pas interné encore cette nécessité de faire l'effort de se mettre au-dessus des intérêts partisans, de consentir le sacrifice. C'est un sacrifice, hein? Il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Vous parliez tout à l'heure de poids politique. Le poids politique, vous le mesurez, je suppose, au nombre d'élus dont un parti dispose, mais est-ce que vous pensez que il n'y a pas une incohérence lorsqu'on sait que dans le même temps, nous tous, nous sommes d'accord sur ce qu'il n'y a jamais eu d'élection véritablement démocratique au Togo, en tout cas en ce qui concerne les élections présidentielles. Pour les législatives, il y a eu quelques parenthèses où, bon, malgré les fraudes, malgré tout ce que le régime a pu organiser comme manœuvre pour les gagner, les forces démocratiques qui sont majoritaires ont pu gagner au moins une élection législative. À quoi peut-on mesurer ce que vous dites là, que les forces démocratiques sont majoritaires? À quoi mesure-t-on cela? On le mesure non pas au nombre d'adhérents aux partis politiques, mais aux indicateurs qui montrent que les Togolais aspirent à la démocratie. Et on a eu des institutions sérieuses qui ont procédé à des sondages et qui nous ont dit ici que plus de 80% des Togolais aspirent à la démocratie. Et d'ailleurs, le dernier sondage en date nous montre que les Togolais ne sont pas satisfaits, puisque 3 sur 4 pensent qu'ils n'ont pas la liberté d'expression comme ils l'auraient voulu. Et ce sont ces indicateurs-là qui tiennent au respect des droits et libertés individuelles et autant que collectives, qui montrent véritablement si un pays est démocratique ou ne l'est pas. Et ça nous permet de voir que les Togolais aspirent majoritairement au changement. Voilà. Et depuis un temps, vous, la secrétaire générale de la Convention démocratique et de la CDPA, votre nom est plus lié à la DMK qu'à votre parti. On peut dire que donc la CDPA est un peu reléguée au second plan. Jusqu'à quand et où la CDPA est-elle prête à sacrifier ses intérêts partisans et pour la cause commune? Monsieur Agbo, la CDPA n'est pas reléguée au second plan. Je vous dis que la CDPA s'est constituée pour instaurer véritablement la démocratie au Togo. Et la CDPA sait qu'elle doit continuer à exister, qu'elle est utile à la démocratie. Et c'est pour ça qu'elle s'est toujours battue et qu'elle n'a jamais désespéré de ce que ce pays changera, de ce que la démocratie viendra au Togo. Donc, nous n'avons aucun problème d'ego à la CDPA. Parce que, justement, comme je vous l'ai dit, nous sommes convaincus que les intérêts partisans, nous devons les mettre entre parenthèses, tout en agissant, tout en étant actifs
aux côtés du peuple en lutte. Donc, on n'a aucun problème. En tant que premier responsable de la CDPA, je tiens régulièrement les activités du parti, justement pour que ce parti existe et pour qu'il puisse être utile à la lutte. Mais c'est très important de se battre pour que les partis politiques, pour que les organisations de la société civile et pour que les citoyens individuellement se retrouvent de plus en plus dans ce mouvement citoyen qui est en train de se renforcer progressivement pour la victoire finale, qui ne tardera pas. Dites-moi, Madame Adjamagbo, qu'est-ce que la DMK, la dynamique Monseigneur Kpodjoro, et jusqu'à ce jour apporté à la lutte de l'opposition pour l'alternance? Eh bien, ce que la DMK a apporté pour l'instant, c'est l'endurance. L'endurance à réclamer la victoire, l'endurance à réclamer l'alternance après l'élection présidentielle du 22 février. C'est la capacité, malgré le contexte hostile et extrêmement difficile, à inventer des stratégies qui maintiennent la flamme de la lutte et qui mobilisent de plus en plus les populations en attendant que notre victoire aboutisse. Pour la DMK, c'est clair. On ne peut pas tourner la page du 22 février 2020. Ça ferait trop de mal au Togo. Parce que si vous voulez, nous allons revenir dans un instant sur cet aspect-là. Ouais. Alors, la DMK voulait rassembler l'ensemble de l'opposition. Oui. Mais certains partis de l'opposition l'accusent aujourd'hui, au contraire, d'avoir divisé les Togolais. Alors, reconnaissez-vous avoir commis ou du moins gardé le silence face à certains actes qui sont de nature à nuire à la cause que vous défendez? Nous n'avons rien fait à la DMK pour diviser les Togolais. Au contraire, ce que Monseigneur Kpodjoro a voulu faire, c'est rassembler les Togolais. Monsieur Agbo, laissez-moi vous dire, j'étais de ceux qui ne se sentaient pas à l'aise avec le choix de Monseigneur Kpodjoro. Vous aurez remarqué que la CDPA a mis du temps pour sortir un communiqué approuvant ce choix et expliquant pourquoi nous l'approuvons. Mais je dois vous dire que ça n'a pas été facile. Nous avons pris le temps de la réflexion. Nous nous sommes sentis contrariés, nous aussi, parce que nous aurions voulu qu'il fasse autrement, qu'il fasse comme tout acteur raisonnable selon un certain nombre de critères, une logique à laquelle nous sommes habitués, aurait fait. Ne pas aller choisir un candidat issu du régime que nous combattons. Mais nous avons compris à l'analyse que c'était une stratégie qu'il fallait que nous essayions et qu'il nous fallait absolument faire les choses autrement que nous ne l'avons toujours fait. Et jusqu'à présent, je dois vous dire que nous ne sommes pas déçus. Nous ne sommes pas déçus parce que nous voyons que Monseigneur Kpodjoro lui-même reste ferme, fidèle à son combat et que le candidat qu'il nous a proposé est lui aussi très combatif et le dit tout le temps. Il joue sa partition et les Togolais l'ont si bien compris que beaucoup sont mobilisés aujourd'hui
et disent le combat continue. Alors, Alors, si on doit penser que ce que Monseigneur a fait a contrarié, et c'était différent de ce que nous aurions vu logiquement, donc il a divisé, permettez-moi de ne pas être d'accord. Permettez-moi de ne pas être d'accord. Monseigneur a choqué. Il a tenu des propos qui ont choqué. J'étais là, à côté de lui, quand il dénonçait des choses, mais il dénonçait globalement. Et au-delà du choc, il lui est arrivé de quand tu réfléchis, tu te dis, mais non, sur le plan des principes, ce qu'il dit n'est pas faux. Alors, si vous vous sentez concerné, corrigez-vous. Point final. Point final. Je suis d'autant plus encline à accepter sa démarche que je suis convaincu que ça n'a rien de partisan. Je ne vois quel intérêt aurait un vieillard de 90 ans à se lancer dans cette bataille âpre-là. Il peut lui arriver de se tromper. Mais pourquoi? Démontrez-moi qu'il s'est trompé. Démontrez-moi qu'il s'est trompé. Je ne suis pas encore convaincu qu'il s'est trompé. Il peut avoir commis des maladresses. Je pense que c'est lié à la personnalité même du personnage, qui a beaucoup de qualités qu'on devrait privilégier par rapport aux erreurs qu'il aurait commises. Alors, vous avez dit que vous avez été la CDP a été réticente au début pour donner sa caution au choix de Monseigneur Kodjo. Alors, est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'il y a des gens qui soient toujours réticents ou qui soient demeurés dans cette situation-là et qui jusqu'à présent n'acceptent pas ce choix-là? Permettez-moi de ne pas porter de jugement de valeur sur les positions que prennent les partis politiques de l'opposition. Justement, en le faisant, je ne contribue pas. Si je le faisais, je ne contribuerais pas à créer un environnement propice au rassemblement. Monseigneur Kodjo vient d'adresser une lettre ouverte au président français, Emmanuel Macron. En avez-vous été informé? Et quel est son intérêt, à votre avis, de cette lettre-là adressée, la lettre ouverte adressée au président français? Il a posé un acte qui est censé ouvrir les yeux au président français. Et vous savez ce que cette phase de la lutte a révélé aussi, en même temps que l'actualité qui se déroule dans d'autres pays francophones, c'est que au fond, nous avons du peuple africain en quête de liberté doit cibler l'ancienne colonie qui se doit de revoir sa politique africaine, qui est de plus en plus rejetée. Et nous ne rejetons pas la France, mais nous rejetons sa politique. Et nous sommes convaincus que si la France entend le cri, entend la colère, surtout de la jeune génération africaine, et prend à temps des mesures pour rénover sa politique africaine dans un sens où il y aurait plus de respect pour les peuples africains, plus de justice, hein, et où il y aurait un partenariat qui soit gagnant-gagnant. Eh bien, si elle le fait, elle sauvera sa peau. Sinon, aujourd'hui, il faut qu'elle reconnaisse que les générations africaines présentes ne sont plus disposées à laisser continuer le statu quo. Il y a déjà des initiatives qui sont prises ça et là pour influencer le prochain sommet France-Afrique qui va être organisé. Et si j'étais à la place du président Macron, je poserais un acte
de rupture à ce sommet. Un acte qui aille même au-delà de l'effet qu'a eu la rencontre de la Baule. Vous vous souvenez, oui. Le discours de la Baule. L'espoir que ça a suscité en des Africains, et bien le moment est venu pour que la France aille plus loin et qu'au-delà des discours, que une politique plus juste, plus respectueuse des Africains, plus respectueuse de nos intérêts. On ne peut pas durablement prétendre vouloir développer son pays sur le dos d'autres peuples. Ce n'est pas possible. Ça finira un jour. Bien, la semaine dernière, la DMK avait organisé des conférences de presse dans plusieurs localités du pays, mais ces conférences ont été empêchées par endroits, et d'après ce que vous avez dit, aviez-vous informé le ministre de l'administration territoriale ou bien son collègue de la sécurité avant de... Pourquoi croyez-vous, vous connaissez nos textes, est-ce que nous sommes tenus d'informer une autorité avant la tenue de conférences de presse? Nous n'avons pas cette obligation légale. En réalité, ce qui s'est passé la dernière fois montre que les dirigeants actuels ne sont pas aptes à conduire une société démocratique. Il faut qu'ils s'en rendent compte. Il faut qu'ils se disent toutes ces manœuvres que nous faisons pour nous maintenir à la tête de ce pays, eh bien, elles auront un effet pour un temps, mais elles ne dureront pas. Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne peuvent pas. Ils ont des limites en ce qui concerne en ce qui concerne gouverner un pays démocratique. Ils n'en sont pas capables. Ils sont profondément réfractaires à la démocratie. Et c'est ce qu'ils viennent de montrer. Une fois encore, quelques jours après nous avoir mis ces entraves-là, ils viennent de le démontrer en arrêtant monsieur Jimoh Oré, qui est chef de parti d'opposition. Pour quelle cause? Vous avez écouté ce que Jimoh Oré... Pour quelle cause? Vous avez écouté ce qu'il a dit? Mais écoutez, je lisais quelque part qu'un de mes collègues disait ce qu'il a dit dans ces mots correspond tout à fait à ce que les Togolais pensent. Les Togolais sont en harmonie avec ce qu'il a dit. Les Togolais sont d'accord. Peut-être qu'il a utilisé ces mots. Il y a eu autant de morts Togo qu'au Rwanda. Les Togolais sont d'accord avec ça, vous êtes sûr? Monsieur Agbo, oui. Je ne veux pas faire cette comptabilité macabre. Je ne veux pas me soumettre à cette comptabilité macabre. Mais je dis tout simplement que mon cœur saigne quand je vois qu'il y a tant de compatriotes togolais depuis 30 ans qui ont perdu leur vie. Vous voulez que je vous cite les étapes où il y a eu de véritables massacres? Est-ce que nous avons besoin de ça? Est-ce que ce n'est pas normal qu'en tant qu'acteur politique ou même en tant que simple citoyen, on regrette et qu'on dénonce ce genre de choses? Alors, la liberté d'expression existe-t-elle, oui ou non? Est-ce que ça permet de dire tout ce qu'on veut? Il faut libérer Jimoh Oré. Et si on veut lui faire un procès en diffamation, on a besoin de le garder à vue. Pour ça, mais porter plainte pour diffamation, il se présentera. Voyez-vous, avec ces méthodes-là, le régime n'arrange rien. Il ne fait que renforcer la rancœur des Togolais et leur détermination à en découdre avec le régime. Voilà. Je vous assure. Et à force d'humilier, de provoquer tout le temps les gens, d'user de la force, bon, cette force, elle peut vous lâcher. Hein. Elle peut vous lâcher à un moment donné. Moi, j'en appelle à la sagesse aussi de nos dirigeants. On revient à la DMK. Dans une déclaration liminaire au cours de la conférence de presse que vous avez organisée,
que la DMK a organisé mercredi dernier, vous avez affirmé vouloir informer les populations sur les dérives autocratiques du pouvoir. Qu'appelez-vous dérives autocratiques, Madame Adjamabo, comme ça? Mais vous en avez des exemples. Aujourd'hui, les Togolais ont peur. Ils ont peur de s'exprimer. Alors que on s'est battu dans ce pays pour que ces droits-là soient consacrés dans notre Constitution. Et c'est donc un régime qui est fondé sur une violation inadmissible des droits de l'homme. C'est un régime qui, pour se maintenir, a institutionnalisé le pillage des ressources. Je le dis parce que il y a des affaires qui ont été dénoncées, qui ont été révélées dans ce pays. Il y en a bien qui ont été dénoncées, mais vous avez déjà vu une suite donnée à ces affaires-là. Même quand on désigne des supposés coupables, à la limite, on prend des mesures pour les enlever, pour leur ôter la responsabilité qu'ils ont, mais vous voyez que quelque temps après, vous les retrouvez ailleurs. Et un régime qui appauvrit les Togolais. Nous subissons un système qui est mis en place pour nous appauvrir. Regardez, quand on parle de pauvreté, regardez notre système de santé, regardez notre système d'éducation. Voyez le panier de la ménagère. Chaque jour que Dieu fait, maintenant là, surtout avec cette crise sanitaire, mais le prix des denrées de base augmente. Le prix des denrées de base augmente. Et si ça continue, les Togolais, ils n'en pourront plus. Hein. C'est ce que je dis à chaque fois que je vais faire mon marché. Je dis le jour viendra où nous tous, nous allons envahir les rues pour dire on n'en peut plus. On n'en peut plus. Autant mourir de quelque chose. Et mourir dignement, plutôt que de mourir de faim chez soi. On n'en peut plus. Il faut arrêter la dérive. Regardez cette histoire de péage dont on a augmenté les frais. Non seulement on a augmenté, mais on l'a étendu aux motocyclistes. Ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis et que je ne m'explique pas jusqu'à présent. Parce que dans les pays que moi je visite, je vois même qu'au niveau des péages, on aménage des passages pour ces cyclistes-là, pour qu'ils passent rapidement. On ne les dérange pas. Vous voulez dire les motocyclistes? Rien n'est fait pour augmenter le pouvoir d'achat des Togolais, mais au contraire, on prend des mesures impopulaires pour leur soutirer le peu de sous qui leur reste dans la poche. Alors, il était normal que, en tant que responsable politique, qu'on aille éclairer les populations. On le fait habituellement à Lomé. Mais vous savez, vous et moi, que tout est fait pour maintenir dans l'ignorance, pour sevrer les populations de l'intérieur d'informations, parce qu'on pourra mieux les manipuler. Nous avons dit, mais attendez, qu'est-ce qui nous interdit d'organiser des conférences de presse à l'intérieur du pays? C'est quelque chose que nous n'avions pas l'habitude de faire, mais il est temps d'utiliser cette stratégie. Et voilà qu'il y a eu cette réaction. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va faire mal. Mais c'est parce qu'on ne veut pas qu'on aille à l'intérieur qu'on va arrêter. Nous sommes condamnés
à continuer ce combat. Vous savez, madame, ce n'est pas la première fois que ces incidents arrivent. Oui. Je vous avais posé tout à l'heure une question. Est-ce que vous aviez informé certains ministres? Est-ce que ce n'est pas une façon de leur dire, écoutez, peut-être prenez les dispositions au niveau des préfets pour que nous n'ayons pas de problème? Non, on n'avait pas besoin. On n'avait pas besoin. Est-ce que nous avons une obligation légale de le faire? Il appartient à ces préfets-là de comprendre qu'ils sont préfets dans une république démocratique, dans une démocratie. Et donc, il faut qu'ils connaissent les textes et qu'ils les respectent. Pourquoi, à certains endroits, il n'y a pas eu de problème? Pourquoi? C'est la question que je pose. Pourquoi? C'est quand même notre droit. Ou alors qu'on nous dise, si on ne veut plus que les partis politiques approchent les populations, qu'on le dise. Et ça se saura. Ce sera clair pour tout le monde. Et on saura quoi faire pour rétablir la normalité. Alors, vous dénoncez aussi le fait que, je vous cite, les autorités de fait de notre pays prennent prétexte de la pandémie de coronavirus pour confisquer toutes les libertés, y compris celle de se réunir et de manifester, et qui sont pourtant des droits garantis par notre Constitution. Fin de citation. Alors justement, en cette période particulière, si vous étiez au pouvoir, autoriseriez-vous les manifestations de rue qui pourraient peut-être donner lieu à des contaminations en masse? Mais écoutez, pourquoi voulez-vous que j'interdise les manifestations de rue? Je prendrai des dispositions pour que les manifestants respectent les mesures de prévention. Et le Togo n'est pas le seul pays qui se bat, qui mène cette guerre contre ce virus. Mais on voit bien que dans les autres pays, des manifestations continuent. Et quand on est un régime responsable, et quand on n'a pas en arrière-pensée de se saisir de ce prétexte pour bâillonner le peuple, pour violer son droit de dire non quand il n'est pas d'accord, eh bien on ne fait pas ça. On prend des mesures pour encadrer, pour veiller à ce que des mesures de prévention, ces mesures qui sont édictées et que tous les Togolais connaissent, soient respectées. Et vous savez que ce n'est pas le Togo seul qui a interdit ces manifestations en cette période-là. Il y a beaucoup d'autres pays, même démocratiques, où on a quand même mis des restrictions par rapport aux manifestations de rue, de masse. Donnez-moi des exemples de pays et je vous répondrai. Donnez-moi des exemples de pays et je vous répondrai. Et vous verrez que même quand c'est le cas, les populations trouvent le moyen de manifester. Et ce n'est pas pour autant qu'on les matraque ou qu'on les assassine ou qu'on sort des chars pour leur faire peur. Alors, vous aviez vous-même appelé à un dialogue avant l'organisation des régionales. Vous avez été suivi par le gouvernement, Mme Adjamakou Johnson, qui a mis en place la concertation nationale entre acteurs politiques pour des discussions qui sont en cours, mais auxquelles vous refusez de prendre part. Ne peut-on pas dire que vous voulez une chose et son contraire? Vous avez demandé un dialogue, on a ouvert un dialogue et vous refusez d'y prendre part. On a demandé quand? Vous avez demandé des discussions avec le pouvoir. Oui. Voilà. Oui, justement, c'est pour régler la crise ouverte après les élections du 22 février 2020. Parce que nous sommes conscients que si on ne trouve pas de solution à cette crise et de solutions durables, de solutions définitives, eh bien, le Togo continuera de se retrouver dans une situation où nous allons tourner en rond, où les dirigeants souffriront de légitimité, où ils s'agiteront pour faire croire qu'ils font avancer le pays, mais où on continuera de constater que le pays s'enlise économiquement, socialement. Vous savez,
les gens sourient quand on entend une affirmation du genre « Au Togo, le chômage est de 3%. » Honnêtement, c'est ridicule. C'est ridicule quand on voit tous ces jeunes qui traînent, qui ne savent plus à quel sein se vouer. On leur dit, prenez des initiatives, entreprenez, c'est l'entrepreneuriat qui va nous sauver. Ils se battent, ils prennent ces initiatives, quelques jours après, ça capote. On se glorifie d'avoir des statistiques de création d'entreprises privées et donc de faire, de développer l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'on se préoccupe de savoir, on nous rend compte sur le nombre de ces entreprises qui sont enregistrées et qui disparaissent 2 mois après? Ça, on ne nous le dit pas. Mais ces entreprises qui disparaissent, ce n'est pas de la faute du gouvernement, non? C'est peut-être ceux qui l'ont créé qui peut-être... C'est de leur responsabilité. C'est de la responsabilité du gouvernement de donner l'impulsion, de créer un environnement favorable au développement de ces entreprises. La question est de savoir, est-ce que ce qu'on prétend vouloir faire est réel? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on le fait pour tous les Togolais? Est-ce que, pour une fois encore, on n'instrumentalise pas les choses? Mais la réalité est là. Je vois les jeunes traîner. Je les vois. Ces jeunes dont les parents se sont saignés pour payer les études. Mais c'est quelque chose qui fait véritablement mal au cœur. Mal au cœur. Et on se sent impuissant. La solution, c'est qu'on change de gouvernance. Qu'on ait enfin à la tête de nos pays des gens qui sont vraiment engagés à s'essayer à contribuer véritablement au bien-être de leurs concitoyens et qui sachent, des gens qui savent qu'ils doivent rendre compte. Et que s'ils ne le font pas bien, eh bien, aux prochaines échéances électorales, les citoyens sont libres et vont les renvoyer, vont les remercier. C'est tout ce que nous disons. C'est ça qui va contribuer à terme à changer profondément la vie des Togolais. Et c'est pour ça que nous restons engagés dans cette bataille. Oui, à la DMK, en refusant de prendre part aux discussions, et qui peut-être aurait pu vous permettre de poser vos problèmes, est-ce que vous ne risquez pas de passer pour des gens qui refusent le dialogue? Monsieur Agbo, merci de m'amener à répondre à cette question-là. J'avais complètement oublié. Je suis bavarde, je le reconnais volontiers. Mais attendez, vous voulez me dire sérieusement que vous croyez à ces discussions-là? Vous croyez à la bonne foi, à la volonté politique et à la bonne foi des dirigeants qui se maintiennent à la tête de ce pays? Si tant est qu'ils sont de bonne foi, pourquoi ne commencent-ils pas ces discussions par le sujet fondamental qui nous préoccupe? C'est le contentieux électoral né de la dernière élection présidentielle. Pourquoi veulent-ils passer l'éponge et passer à d'autres élections? Je ne comprends vraiment pas cette logique. Oui, et je ne sais pas pourquoi on prend les Togolais. Vous avez vos camarades qui sont là. Vous avez certains camarades de l'opposition qui sont là et qui ne posent pas comme condition de participation. C'est leur responsabilité. Ce que je sais, c'est que cette position-là n'est pas conforme aux aspirations des Togolais qui veulent tout au moins des garanties que ce qui s'est passé le 22 février 2020 ne se répétera plus et que leur volonté sera
respecter. Mais qu'est-ce qui leur permet de croire que si on passe l'éponge et qu'on organise d'autres élections, elles se dérouleront mieux? Et puis, qu'est-ce qui permet de croire que des discussions qu'on a préparées en catimini, en excluant certains, ce n'est pas moi qui le dis, mais nous avons entendu des collègues dire qu'ils ont eu des discussions préparatoires bilatérales avec le régime. Alors on discute avec certains pour préparer ces discussions et d'autres, on les exclut, mais on les fait venir à la table pour les mettre devant les faits accomplis et dérouler un scénario sur lequel on s'est entendu. Qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous permet de croire que cette discussion qui a lieu au niveau du ministère de l'administration territoriale, qu'elle engage les autorités au plus haut niveau et qu'il va en sortir des conclusions qui seront plus solides, qui seront plus crédibles que celles qui sont sorties de discussions préalables que nous avons eues et qui ont été... Si vous n'essayez pas, est-ce qu'on ne vous parle? Il faut essayer, voir, et puis après essayer quoi? Les nouvelles discussions. Pour Non, attendez, il faut peut-être réfléchir à l'envers pour croire que dans les conditions dans lesquelles ces discussions ont lieu, elles donneront plus de résultats que les discussions précédentes qui réunissaient des conditions objectives pour leur succès. Je pense qu'il faut que le régime arrête de jouer avec les Togolais, de jouer avec la classe politique. Aujourd'hui, il n'a pas à faire seulement avec la classe politique. On peut les arrêter, on peut les enfermer, on peut en faire ce qu'on veut. Mais la nouvelle donne, c'est que les Togolais y voient plus clair. Beaucoup de Togolais ont tiré leçon de la longue expérience que nous avons faite et disent aujourd'hui, nous ne devons plus nous reposer uniquement sur les politiques. Nous devons prendre nos responsabilités. C'est la nouvelle donne qu'il faut prendre en compte. Et je serai à la place du régime, je réfléchirai par deux fois avant de continuer à utiliser les mêmes méthodes. Je rappelle que l'invité de Rétro 7 de ce matin est la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, et coordonnatrice de la dynamique Monseigneur Podjro, DMK, Madame Kafui Brigitte Adjamagbo Johnson. Alors, Madame Adjamagbo, vous n'approuvez pas la gestion des ressources du pays que vous trouvez calamiteuse. Alors, si la CDP était au pouvoir, que feriez-vous pour répondre aux attentes des populations? D'abord, vous savez, je voudrais dire qu'aucun parti, il faut absolument que nous passions dans ce pays par une phase de transition où l'ensemble des forces du changement, même avec les autres forces politiques, il faut les convaincre que nous devons aller dans une autre direction et que nous devons améliorer la gouvernance, aller vers une gouvernance vertueuse, une gouvernance qui soit orientée vers la satisfaction des besoins des populations en utilisant les ressources qui sont les ressources de nous tous. Alors, donc, c'est comme ça, c'est la vision de la CDPA et c'est la vision dynamique Monseigneur Podjro dans laquelle nous nous sommes engagés. Le candidat l'a dit pendant la campagne électorale qu'il faudra instaurer une transition dans ce pays pour poser les bases d'un pays véritablement démocratique et envoyer des signaux aux Togolais qu'ils ont de l'espoir. Ça veut dire concrètement que toutes ces anomalies
que nous observons au niveau de la gestion du port, où nous avons une situation où c'est un investisseur étranger qui tire le maximum de profit de ce port, où il le fait avec la complicité d'acteurs nationaux, et ce que Bolloré a révélé en optant pour le système de plaider coupable, eh bien, c'est qu'il a dit au monde entier qu'il avait conclu un pacte de corruption avec le premier responsable de ce pays. Ça veut dire qu'il faut revoir ce contrat qui a été conclu et qui n'a pas été publié, alors que c'est le droit des Togolais de savoir dans quelles conditions on concède la gestion des activités du port à des intervenants, qu'ils soient étrangers ou togolais. C'est une question de transparence. Donc faire revoir ce contrat-là, revoir la manière dont on autorise des investisseurs à exploiter nos ressources de manière à ce que cela profite au maximum aux populations, de manière à ce que au trésor public, il y ait ce qu'il faut pour faire face aux besoins en matière de santé. Attendez, voyez notre système de santé. Et quand on prétend construire un hôpital de référence, je fais allusion à l'hôpital Saint-Pellegrin, qu'on a commencé à voir sortir du terre, on se dit quoi? C'est ça, l'hôpital de référence. Et c'est de surcroît à cet endroit qu'il faut le construire, avec tout ce brouhaha qu'il y a là, qui est causé par l'utilisation de cette voie qui est une voie internationale, au bord de laquelle se trouve l'hôpital. Et puis regardez, on s'interroge sur la solidité de ce qui se fait. Donc, aujourd'hui, nous avons une infrastructure sanitaire sinistrée qui est loin de répondre aux besoins des populations. Regardez les problèmes que nous avons en matière d'éducation. On est en manque de ressources, tout simplement parce que on s'est organisé pour que les ressources naturelles n'aillent pas aux populations. Et il faut changer, il faut revoir tous ces contrats-là. Les affaires de détournement, de pillage systématique qui sont révélées, vous pensez qu'on va les laisser continuer? On ne les laissera pas continuer. On va donner des signaux clairs à ceux qui veulent participer à cette transition-là. Il faut qu'ils montrent patte blanche et qu'ils montrent leur capacité à se conformer à une gouvernance vertueuse pour que, encore une fois, on ait pour leitmotiv de servir le peuple plutôt que de se servir. De manière cynique, il y avait un slogan, un vieux slogan du RPT qui disait « se servir, non !» Servir le peuple, oui, mais le cynisme était tel que on voyait que les gens se servaient. Vous pouvez vous servir tant que vous faites allégeance au système et tant que vous n'inquiétez pas le système. Tout cela, on doit y mettre fin pour que, au finish, les ressources naturelles du Togo bénéficient d'abord aux Togolais. Voilà.
Alors, quelques mots sur la commémoration des 101 ans d'indépendance du Togo. Dans un communiqué publié à cette occasion, la CDPA déclare que la vraie indépendance n'est pas encore atteinte. Est-ce à dire que ceux qui sont considérés comme les pères de la lutte pour la libération du Togo, du joug colonial, n'ont obtenu qu'une indépendance qui n'en est pas une en réalité? Non, vous savez très bien, ils n'ont pas démérité et nous devons de leur rendre hommage. Non seulement de leur rendre hommage, mais de les prendre comme modèle, de prendre exemple sur la manière dont ils se sont battus avec abnégation, la manière dont ils ont pu inspirer confiance au peuple qui était avec eux, chacun rivalisant d'imagination pour faire avancer la lutte. Quand on vous raconte comment les femmes s'ingéniaient à faire passer les messages sans que l'administration coloniale à l'époque n'y voit rien, comment les gens étaient capables de faire des kilomètres pour apporter leur contribution à la lutte, comment les gens contribuaient avec leurs propres ressources. Les gens cotisaient sans rechigner. Aujourd'hui, les Togolais comprennent de plus en plus qu'ils peuvent cotiser, mais le problème est qu'on les a tellement appauvris qu'il n'y a pas grand-chose qui sortirait de leur poche. Et c'est quelque chose qu'il faut regretter. Donc, il faut rendre hommage aux pionniers qui se sont battus pour obtenir l'indépendance. Malheureusement, il faut aujourd'hui réaliser que on n'a pas voulu que ce soit une indépendance véritable. C'est pour ça ce pourquoi on a assassiné le premier président démocratiquement élu, c'est que il a pris cette indépendance au sérieux et il a voulu se comporter en responsable d'État véritablement souverain. Alors que les forces conservatrices et exogènes et coloniales aient eu raison de lui, cela a marqué le début d'une période où on nous a signifié de manière claire que vous entendiez être totalement indépendant, mais attention, réveillez-vous. Qui vous a dit que l'indépendance qu'on vous a accordée était une indépendance Alors, que devons-nous faire aujourd'hui pour atteindre la vraie indépendance? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes sur la voie. Il faut nous battre. Et il faut commencer à faire comprendre à l'ancienne puissance coloniale qu'elle doit laisser les Togolais mettre à leur tête des gouvernants en qui ils ont confiance, des gouvernants engagés d'abord à servir les intérêts des Togolais. Tout commencera par là. Et une fois que nous aurons des hommes de la trempe de Laurent Gbagbo, de la trempe de Thomas Sankara, je ne veux pas, de la trempe de Patrice Lumumba, une fois que nous aurons ces hommes-là, ils se chargeront de défendre nos intérêts et de faire comprendre à l'ex-puissance coloniale que, eh bien, les accords tels que on veut les faire appliquer ne peuvent plus tenir. Comment pouvez-vous prétendre que vous avez donné l'indépendance à un pays quand vous avez des accords de défense qui obligent les pays à confier la formation de votre armée à vous en tant qu'ex-puissance coloniale? Comment pouvez-vous prétendre donner l'indépendance quand vous faites en sorte que dans les clauses d'accord que vous signez, vous avez une prééminence
sur les décisions à prendre sur les ressources du pays. Non, le moment est venu pour que tout ça change. Ils se sont battus pour les intérêts. Ceux qui ont signé ces accords-là, est-ce que ce n'est pas leur faute? Ils n'ont pas été vigilants. Attendez, et justement, vous avez raison. De ce que je sais, ces accords-là n'ont pas été signés par le premier président démocratiquement élu. Et justement, ça fait partie de ce qu'on lui reproche. Avec la volonté aussi de vouloir battre monnaie, ce qui est un acte souverain, un acte de souveraineté. Au Togo, là où nous avons commencé à avoir des problèmes, c'est quand, l'ayant assassiné, eh bien, l'ex-puissance coloniale a réussi à mettre à la tête du pays un fils du pays qui, malheureusement, n'a pas su défendre les intérêts du Togo, mais a accepté les conditions qui sont celles qu'on impose aussi à d'autres pays. Mais les partisans de Et malheureusement, à chaque fois qu'il y a un gouvernant qui a des velléités de souveraineté véritable, on s'arrange. On s'arrange ou bien pour l'assassiner, ou bien pour qu'il ne soit plus au pouvoir. Et Laurent Gbagbo l'a échappé belle s'il n'a pas été assassiné. C'est véritablement un miracle. Et je crois volontiers à la thèse qui dit qu'en réalité, d'autres Ivoiriens l'ont protégé. Et c'est ce qui a fait que, malgré tout ce qu'on lui a fait subir, il est resté en vie et a été déporté et traduit devant la Cour pénale internationale. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure sur... Et qu'on a tout fait pour le garder là-bas le plus longtemps possible. Malheureusement, pour eux, il s'est battu. Voilà. Avant de vous poser la prochaine question, je vous invite, Madame Adjamako Johnson, à suivre cette revue de presse consacrée à la commémoration des 61 ans d'indépendance du Togo. C'est une présentation d'Hervé Essay. L'économiste s'exclame: le Togo a célébré ses 61 ans d'indépendance un 27 avril en toute sobriété, constate le Tonnerre. Et le messager de signaler qu'un défilé militaire a marqué l'événement. Un grand défilé, précise Forum de la semaine. Pour le médium, les forces de défense et de sécurité avaient fière allure. Relevant le contexte sanitaire, Symphonie parle d'une célébration en mode Covid, tandis que Nouvelle Opinion évoque une célébration marquée par le contexte du Covid-19. Mais insiste Chronique de la semaine, la Covid-19 n'a pas eu raison du défilé militaire et paramilitaire. Même remarque ou presque de Togo Matin qui affirme que le coronavirus n'a pas eu raison du patriotisme des Togolaises et Togolais. Flambeau des démocrates et Ouattara les vainqueurs qualifient la célébration de sobre dans un contexte de la Covid-19, un contexte qui a aussi retenu l'attention du confrère Le Magna Libéré. Pour la lanterne, au-delà du Covid-19, les Togolais se désintéressent de plus en plus de leur fête nationale. Une fête qui a donné l'occasion au président américain Joe Biden, signale le perroquet, d'envoyer des messages de félicitations à Fort Gnassingbé. Abordant la commémoration de l'indépendance du Togo, la manchette parle d'une liberté servile. 27 avril, l'orgueil national plombé par la gouvernance sectaire affirme fraternité. De son côté, Liberté parle de 61 ans d'indépendance sur fond de recul démocratique et de paupérisation avancée. S'inscrivant également dans un registre critique, la dépêche titre « 61 ans d'indépendance, de l'espoir à la désillusion ». Une célébration dans la division constate l'humanité dont la préoccupation est partagée par Écho du pays, pour qui la célébration de l'indépendance du pays devrait faire l'unanimité dans le pays. Pour Canal D, au-delà de l'aspect festif, le chemin est encore long et pour le triangle des enjeux, au-delà du folklore, il faut donner du vrai sens à la date du 27 avril. Enfin, pour boucler la boucle, Temps Nouveau pose la question suivante. Debout pour de nouveaux défis. Alors, Madame Adjamako Johnson, la commémoration officielle de cette année a été faite dans la sobriété en raison du coronavirus. Mais dans l'ensemble, les partis de l'opposition se sont contentés de communiqués ou de discours. Alors, ne pourriez-vous pas, à cette occasion particulière, vous associer au pouvoir pour commémorer cet événement? Vous savez que
cela est impossible. Nous aurions aimé qu'il y ait une certaine cohésion au Togo, une cohésion au sein de la classe politique, une cohésion sociale. Nous aurions aimé que nous fêtions notre fête de l'indépendance comme on le fait au Ghana, où on voit qu'il y a vraiment une adhésion du peuple. C'est vraiment des festivités populaires où l'observateur dit très bien que le peuple est en harmonie avec ses dirigeants. Mais en réalité, nous n'avons pas ça au Togo. Comment voulez-vous que on fête dans la joie les 61 ans d'indépendance quand vous lisez sur le visage des Togolais le bilan négatif de ces 61 ans? Aujourd'hui, nous sommes parmi les peuples les plus tristes du monde. Nous sommes parmi les peuples les plus tristes. Et pourquoi dites-vous cela? À quoi ça se lie? Le seul signe d'espoir, c'est que les Togolais ont saisi cette opportunité-là des 61 ans d'indépendance pour sensibiliser d'autres Togolais afin qu'ils prennent conscience que nous sommes dans un leurre, que nous ne sommes pas encore totalement indépendants et que nous avons le devoir de continuer à nous battre pour obtenir la véritable indépendance. Ce qui est fait là ne trompe personne. Ça n'efface pas la réalité qui est là. Et c'est justement pourquoi nous devons aller de l'avant et changer notre pays, le Togo. Bien, nous allons dire rapidement un mot de l'actualité internationale et nous commençons par la Côte d'Ivoire où on signale le retour d'exil de quelques militants du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. Alors, ces retours qui annoncent aussi certainement celui du président Gbagbo lui-même très prochainement. Alors, le FPI et la CDPA, on le sait, appartiennent à l'Internationale socialiste. Et vous êtes sans doute heureuse pour vos camarades ivoiriens qui, après 10 ans de vie de paria, peuvent de nouveau vivre dans leur pays avec les leurs, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Et ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire est beau. Mais c'est aussi plein d'espérance. C'est édifiant pour tous les peuples en lutte et donc pour le peuple togolais. Nous n'aurions jamais eu ça si les Ivoiriens n'avaient pas été persévérants. On a tout fait pour tuer la démocratie, disons, et imposer un régime qui, là-bas aussi, n'avait que la légalité, puisque c'est un régime qui a été imposé suite à des élections contestées, et où on n'a pas voulu vraiment clarifier les choses pour voir qui était le véritable vainqueur. On a décidé qu'il y aura un vainqueur. C'est celui qu'on a choisi parce que, étant plus en harmonie avec le système d'exploitation, de domination des peuples africains, on l'a imposé. Mais les Ivoiriens, vous remarquerez qu'ils sont restés fermes. Ils se sont battus. Et au bout, ça a pris le temps que ça devait prendre. Aujourd'hui, tout le monde voit que la Côte d'Ivoire ne peut aller de l'avant que si ceux qui ont fait l'objet d'injustice sont réhabilités. Et que si on crée les conditions d'une véritable démocratie en Côte d'Ivoire, d'une
cohésion. Maintenant que ceux qui sont en exil sont en train de rentrer, maintenant que celui qu'on voulait charger inutilement de crimes abominables, personne ne peut être d'accord avec ce qui s'est passé. Maintenant que ceux-là ont été blanchis, eh bien, les populations ivoiriennes ont un sentiment, le sentiment que justice a été faite et que maintenant, on peut reprendre la route, reprendre un cheminement commun, comme une nation, pour bâtir le pays. Et c'est quelque chose de très beau, quelque chose dont je me réjouis, et au Togo aussi, cela nous attend. Cela nous attend. Cela nous attend. On ne laissera pas indéfiniment le président Agbeyome Kodjo en exil. On ne laissera pas indéfiniment Monseigneur Podro en exil. Tipi Achadam ne sera pas indéfiniment. Mais il faudra négocier avec le pouvoir, comme l'ont fait les Ivoiriens. Ils ont dit qu'ils négocient un peu quand même. Donc, ils ont négocié quoi? Ils se sont battus pour s'imposer d'abord. Au FPI, ils se sont battus pour démontrer que, eh bien, ils sont victimes d'injustice. Et c'est ce que nous aussi nous faisons. Nous nous battons pour démontrer que ce sont tous les Togolais qui sont victimes d'une injustice cautionnée par des vieilles puissances démocratiques. C'est à croire que pour eux, la démocratie, elle n'est bonne que pour leur peuple et que les autres peuples n'en ont pas besoin. Donc, c'est ce que nous sommes aussi en train de faire. Et je pense que nous épargnerons à notre pays des tiraillements inutiles si ceux qui s'imposent actuellement reconnaissent que, en réalité, on est tous fils du même pays. En réalité, nous avons tous le devoir de construire ce pays, de faire en sorte que les Togolais qui ne méritent pas la situation dans laquelle ils se trouvent retrouvent la joie de vivre. Moi, je ne vois pas la joie de vivre chez mes compatriotes, voilà, quand je les rencontre. Voilà, Madame Adjarago Johnson, merci. Le temps malheureusement nous fait défaut, on ne pourra même plus aborder le Tchad. Nous voici donc au terme de l'émission. Retour, c'est de ce samedi et qui recevait comme invité la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, et coordonnatrice de la dynamique Monseigneur Podro, Madame Brigitte Kafui Adjarago Johnson. Madame, merci donc d'être venue partager avec les auditrices et auditeurs de Radio Victoire vos analyses sur certains sujets, donc en débat au sein de l'opinion. Mesdames et messieurs, et je vous remercie de nous avoir suivis. Ma gratitude va également aux techniciens du jour, Messan Haïté et à Hervé Essay, mon fidèle compagnon. Bonne fête de travail, excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.